Cœur sensible, bien sensible, un podcast sur les recherches de provenance en histoire de l'art, imaginé par Manon et Anna, dans lequel on vous présente une série d'enquêtes pour rendre visibles les objets derrière les vitrines, au service d'une relecture plus inclusive de l'histoire des biens culturels. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cœur sensible, bien sensible. Dans ce 5e épisode, j'ai le plaisir de vous inviter chez moi, dans mon pays. Manon, prépare-toi à manger des empanadas, arepas et un fruit différent à chaque jour de l'année. Donc voilà, hop, fais tes valises. Tout ce que tu veux, Anna, je suis prête à te suivre, à peu près dans tous les domaines, sauf, j'avoue, le fromage dans le chocolat chaud. Non. Je passe mon tour. Mais non, Manon, ne dévoile pas ça. C'est complètement hors de contexte. Je vais complètement être cancel par la culture française. Je vous promets, c'est pas ça. C'est pas le même fromage, ok? Bref, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est cap sur la Colombie. On vous raconte une enquête qui a commencé l'année dernière et qui n'a depuis cessé de se complexifier. J'avais été éblouie par l'importance de ce cas et surtout de sa méconnaissance puisqu'il s'agit des 2 masques solaires Kogi apportés depuis la Colombie en Allemagne par un ethnologue au tout début du XXe siècle. Donc ces cas m'avaient particulièrement intéressée car sur la scène médiatique des restitutions, il est rare d'évoquer la Colombie et encore plus rare qu'on évoque un peuple autochtone colombien. Dans l'épisode consacré au retour des manuscrits Wigwe à la Corée du Sud, nous avions déjà largement commenté la dimension géopolitique des restitutions. Donc normalement, cette question, elle n'a plus de secret pour vous. Mais pour introduire le cas des masques Kogi, aujourd'hui nous aimerions citer les mots prononcés par le président de la Colombie, Gustavo Petro, lors de la cérémonie de restitution des masques qui a eu lieu à Berlin le 16 juin 2023. La recuperación del patrimonio cultural, más que nacional, es un patrimonio cultural mundial. La récupération du patrimoine culturel dépasse largement le cadre national. Il s'agit d'un patrimoine culturel mondial. Ojalá las magias de las máscaras vuelvan a producir lo que es absolutamente necesario para la especie humana. Esa relación estrecha entre ser humano y naturaleza hoy nos puede salvar como especie en el planeta. Así que ellos y ellas, los Kogi, tienen algo que decirnos a Alemania, a Europa, a Colombia, a Latinoamérica y a la humanidad entera. J'espère que les magies des masques pourront de nouveau produire ce qui est absolument nécessaire pour l'espèce humaine. Cette relation étroite entre l'homme et la nature peut aujourd'hui nous sauver en tant qu'espèce sur cette planète. C'est pourquoi il et elle, les Kogi, ont quelque chose à nous dire. À l'Allemagne, à l'Europe, à la Colombie, à l'Amérique latine et à l'humanité tout entière. De esta manera los Kogi seguirán hablando a través de su mensaje ancestral. Llevaremos las máscaras allí de donde vienen para que conecten con los espíritus de la Sierra Nevada en bien y en resguardo. Ils et elles continueront donc de parler à travers leur message ancestral. Nous porterons les masques là d'où ils viennent afin qu'ils puissent se reconnecter avec les esprits de la Sierra Nevada pour notre bien et notre protection. Pour commencer à vous raconter cette histoire, on doit déjà vous expliquer qui sont les Kogi et d'où ils viennent. Donc, il s'agit d'un peuple autochtone vivant dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. Donc, il s'agit d'une formation montagneuse de très haute altitude que la communauté nomme le cœur de la Terre. Cette région se trouve à la croisée de la mer Caribéenne et la montagne, ce qui la rend d'ailleurs magique et assez difficile à imaginer quand on ne connaît pas la géographie de la Colombie, puisque au bout de cette montagne, il y a de la neige, mais on se trouve à côté de la mer. Donc voilà, tout ça, ça donne une vibe assez incroyable. Et les Kogi sont considérés comme les descendants directs de la civilisation Tairona, qui habitait la région bien avant la colonisation espagnole. C'est d'ailleurs ce peuple Tairona qui s'est reculé très haut dans la montagne pour échapper aux colons qui ne pouvaient pas leur suivre. Donc ils sont connus pour leur mode de vie très traditionnel
leur traditionnel et leur vision du monde profondément spirituelle et écologique. Leur mode de vie est basé sur l'harmonie complète avec la nature qu'ils considèrent comme une entité vivante et sacrée. La spiritualité des Kogi repose sur la connexion avec la terre-mère, qu'ils appellent Aluna. Dans leur système de pensée, ils sont les gardiens de l'équilibre du monde et voient les sociétés modernes comme des petits frères qui ont perdu le lien avec la nature. Au contraire, eux, ils sont les grands frères. Je me tourne vers Anna parce que j'ai trop peur de dire le terme en espagnol, mais c'est los hermanos mayores. Et les mamos sont les figures spirituelles et sages de la communauté qui guident les Kogi en méditant et en communiquant avec les esprits de la nature. Les Kogi sont entre guillemets un petit peu célèbres ou un peu connus parce qu'ils ont averti le monde des dangers environnementaux bien avant qu'on commence à flipper sur le sujet et qu'on fasse plein de séries sur ça. Donc les documentaires From the Heart of the World, The Elder Brothers Warning a été réalisé en 1990 par le cinéaste britannique Alan Herrera pour la BBC. Il s'agit d'un appel urgent des Kogi au reste du monde, à nous, les hermanos menores, les petits frères, pour avertir des conséquences de la destruction de la nature. Les mamos, les prêtres Kogi, expliquent que tout dans la nature est interconnecté et qu'il c'est les actions destructrices des sociétés modernes qui causent un déséquilibre profond sur la Terre. Le film a sensibilisé le public aux croyances écologiques des Kogi et à la protection de l'environnement tout en mettant en lumière la précarité des peuples autochtones face aux menaces modernes. Petite digression qui nous semble importante, ici on utilise le terme autochtone, un mot qui vient du grec auto, soi-même, et chton, terre, ce qui signifie né de la terre même. C'est un terme qui désigne les peuples premiers d'un territoire, ceux qui y vivent depuis des générations avant toute colonisation ou migration extérieure. Le terme indigène, qui est utilisé en anglais, indigenous, qui est aussi utilisé en espagnol, il signifie simplement originaire d'un lieu. Mais en français, on n'utilise pas ce terme parce qu'il a été utilisé de manière très péjorative pendant la colonisation pour désigner les peuples colonisés. À cause de cette histoire du mot, on préfère utiliser le terme autochtone, qui fait aussi référence à la reconnaissance de leurs droits de ces peuples autochtones par les Nations Unies. Maintenant qu'on vous a présenté les créateurs des masques, parlons un peu plus en détail de ces objets rituels. Le Mama Wakai, masque solaire, et le Mama Nuikwikwi Wakai, grand masque solaire, ont été créés à destination d'usages rituels. Fondation d'un temple, guérison spirituelle, bien-être de la communauté et même paix universelle. Seuls les prêtres Kogi, ou Mama, sont autorisés à interagir avec les masques. Les masques sont assignés à un site sacré et transmis d'une génération à l'autre. Ils incarnent des ancêtres mythiques et des phénomènes naturels. Le prêtre Kogi qui porte le masque peut entrer dans le monde des ancêtres mythiques et peut même agir comme l'un de ces êtres mythiques grâce au pouvoir du masque. Plus précisément, dans le cas de ces deux masques solaires, ils sont utilisés pour définir le temps et l'espace et notamment déclencher les saisons sèches en juin et en décembre. Petit rappel, en Colombie, on n'a pas de saisons. Si jamais il y avait des gens qui ne le savaient pas, on a juste des saisons de pluie et des saisons de pas pluie. Voilà. Donc, dans la culture Kogi, le soleil est associé à la vie, la lumière et l'équilibre de l'univers. Les masques solaires sont donc des symboles de protection et de connexion avec les forces cosmiques. Ils rappellent l'importance du respect de la nature et des énergies qui régissent le monde. Les Kogi croient que le soleil est un guide spirituel et un gardien du temps. Et il est essentiel pour la fertilité des terres et l'harmonie de l'environnement. Les masques solaires sont donc utilisés pour invoquer cette puissance et maintenir l'équilibre entre les humains et la terre-mère, Aluna. Ces masques, d'une importance sociale et spirituelle donc cruciale, ne sont pas créés pour circuler. Leur vente est même strictement interdite. Pour les Kogi, il est inconcevable que ces masques soient traités comme des objets marchands et déplacés hors de leur territoire d'origine. Ils sont considérés comme des êtres vivants.
Les masques, ils appartiennent à une typologie d'objets qui, peu importe leur modalité d'acquisition, ne devraient pas sortir du territoire. On a d'autres exemples, notamment des reliquaires qui, en Afrique, sont dans la même posture. Ce sont des objets qui sont tellement sacrés qu'ils ne devraient jamais être déplacés ou être vendus. Ils sont particulièrement importants, ces masques solaires, en raison de leur ancienneté, puisque leur fabrication date de la période du milieu du XVe siècle, avant la colonisation espagnole donc. Une étude archéométrique faite par le musée d'ethnologie de Berlin, où se trouvaient les masques, a certifié cette date pré-colonisation. Et cette datation, elle est d'autant plus certaine que les masques se trouvant à Berlin sont les seuls ayant survécu, aucune production n'ayant eu lieu après la colonisation. Il est aussi important de mentionner qu'un masque solaire ne peut pas être simplement remplacé par un nouveau. On sait que les Kogi eux-mêmes, ils réalisaient des sortes de, entre guillemets, restauration à ces masques pour leur bonne conservation. Il est évident que les objets d'époque préhispanique sont précieusement conservés par ce peuple Kogi, qui a d'ailleurs un lien particulier avec la culture tairona, comme je vous ai dit. Donc c'est vraiment un lien sacré avec leurs ancêtres et leur cosmologie. Les masques solaires ont donc des fonctions essentielles et la communauté insiste sur le fait que leurs traditions ne doivent pas être vues comme du folklore, mais plutôt comme une philosophie de vie essentielle à la préservation du monde. L'histoire des masques solaires, elle croise celle de Konrad Theodor Preuss, ethnologue et conservateur du Königliches Museum für Völkerkunde, le musée royal d'ethnologie de Berlin, entre 1913 et 1919, alors qu'il se rend en Colombie dans le cadre d'un voyage de recherche. Sur place d'abord, il se confronte à des formes de résistance, mais il parvient à nouer des réseaux de collaboration et à échanger des objets avec ses communautés autochtones. Effectivement, il était commun pour les conservateurs de musées d'ethnologie en France comme en Allemagne, de collecter des objets ou de passer des commandes pour étoffer les collections européennes. Et Preuss rassemble donc dans ce contexte à peu près 700 objets des divers peuples autochtones colombiens pour les envoyer à Berlin. On sait que 440 objets ont été transmis au musée d'ethnologie de Berlin, parmi lesquels les 2 masques solaires Kogi. Les recherches de Preuss ne portaient pas spécifiquement sur les objets, mais plutôt sur les traditions orales de ces communautés. L'Allemagne a effectivement une branche philologique, donc des études des langues, qui est très importante dans son histoire des sciences sociales, et particulièrement à cette époque, donc au début du XXe siècle. Comme il était d'usage, l'ethnologue a collaboré avec plusieurs mamas pour enregistrer 28 mythes et près de 100 chants dans leur langue native, le ko-uguian. Ces enregistrements sont transcrits à l'écrit et traduits en allemand, et finalement publié dans un ouvrage en 1926. Dans son livre « Voyage de recherche à Kagaba », également publié en 1926, Preuss raconte qu'il a acquis 2 masques auprès de l'héritier d'un mama décédé, car les masques solaires se transmettent de génération en génération de mamo, donc des prêtres Kogi. Sans beaucoup de sensibilité, il décrit cet événement comme, je cite, « une heureuse opportunité ». Et selon le musée d'ethnologie de Berlin, il ignorait à la fois l'ancienneté des masques et l'inadmissibilité de leur vente, entre guillemets. À cette époque, les ethnologues, ils s'intéressaient pas trop à cette question, bien sûr. Qui, el cóndor. Quand les masques arrivent en Allemagne, donc, ils rentrent dans les collections de ce pays au titre de « biens inaliénables ». Alors que, comme on a insisté précédemment dans l'introduction, pour le peuple Kogi, ces masques représentent une importance philosophique si grande qu'ils sont considérés de base comme inaliénables pour leur communauté. C'est pourquoi les Kogi n'ont pas cherché à les récupérer par des arguments juridiques, mais en mettant en avant leur rôle essentiel dans leur croyance. Bien que la communauté Kogi tente depuis plusieurs décennies de retrouver son patrimoine perdu, ce n'est qu'en 2022 qu'elle engage
un dialogue diplomatique avec le gouvernement allemand pour entamer le processus de restitution des masques sacrés. Le 4 mars 2022, une lettre officielle du Conseil autochtone Kogi Sierra Nevada Konawindwa est adressée à la direction des affaires culturelles allemande demandant la restitution des masques. Monsieur Zalabata, porte-voix politique du peuple Kogi, a déclaré que les masques ne sont pas un artefact historique, ils sont vivants. Avec les masques, nous réalisons des cérémonies pour nous connecter et travailler avec l'esprit du soleil, des eaux, des montagnes et des nombreuses espèces du monde. Monsieur Zalabata a aussi ajouté que la communauté Kogi prévoyait de continuer à utiliser les masques une fois qu'ils seraient restitués. Mais comme vous commencez à le comprendre, cette lettre du Conseil ne peut constituer une demande officielle de restitution pour les États européens. Le patrimoine culturel étant soumis à la législation propre au territoire national, la restitution ne peut s'opérer que d'un État à un autre et selon les lois nationales. Car en Europe, ce que la loi fait, seule la loi peut le défaire. Cette communication diplomatique entre les Kogi et l'Allemagne coïncide, et non de manière aléatoire, avec l'arrivée du Gustavo Petro au pouvoir, ce qui a enfin permis aux Kogi de faire une demande officielle de restitution, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la diplomatie. Donc on voit bien que même si un peuple autochtone a tous les arguments pour récupérer un artefact qui leur est sacré, ils doivent tout simplement jouer selon les règles des pays occidentaux. En septembre 2022, après que la demande officielle de restitution ait été déposée, un groupe de travail binational a été constitué pour étudier les conditions d'acquisition de l'ensemble de près de 80 objets Kogi acquis par l'ethnologue Preuss et conservés au musée d'ethnologie de Berlin. Ce groupe de travail, en collaboration avec les Kogi, a déterminé que Preuss avait profité d'un conflit d'héritage à la suite de la mort du Mama qui possédait les masques. Du côté du musée berlinois, les positions sur la question divergent. Pour la conservatrice, Manuela Fischer, l'acquisition était donc illégale. Mais pour le président de la Fondation prussienne du patrimoine culturel, Hermann Partzinger, l'acquisition était légale, mais n'était pas légitime, compte tenu de la valeur particulière des objets. Nous avons bien sûr toujours dit que dans le cas d'objets ayant une signification particulière, rituelle ou autre, pour les communautés autochtones, il est toujours possible de parler de leur restitution. Si la question de la légalité ne trouve donc pas de consensus du côté allemand, il est clair que l'acquisition n'est pas légitime et que ces masques doivent être restitués. Donc finalement, en novembre 2022, la Fondation du patrimoine culturel prussien a voté à une majorité écrasante en faveur de la remise de ce patrimoine Kogi. Je cite, « Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de septembre 2007 et compte tenu de l'inaliénabilité des masques, qui ont une signification religieuse et cérémonielle particulière pour la communauté Kogi, le conseil d'administration de la fondation SPK a décidé qu'ils devaient être restitués. » Si ce cas nous a autant intéressés, si on s'est autant investi dans l'étude de ces masques solaires Kogi, c'est aussi parce qu'ils sont sensibles à plusieurs niveaux. Bon, comme beaucoup d'objets qu'on vous présente avec Anna. Mais l'un des aspects qui les rend particulièrement délicats, ces masques, c'est leur toxicité. Et ça, c'est un concept qui nous a intéressés. Ces masques sont réalisés en bois. Ils sont de facture assez simple, ils présentent des fentes au niveau des yeux, de la bouche, et comme ils sont réalisés en bois, un matériau organique qui est traité de manière spécifique dans les musées en Europe, eh bien ces masques ils ont été traités de manière très particulière. On vous mettra évidemment des photos pour que vous les voyez sur nos réseaux sociaux. Donc, pour parler de ces mouvements de restitution issus des collections ethnologiques qui s'intensifient autant en Europe comme en Amérique du Nord, les musées sont confrontés à un dilemme éthique du fait de l'utilisation historique des pesticides pour conserver les objets dans les réserves. Donc, l'idée que ces objets puissent à nouveau remplir leur fonction spirituelle originale pourrait s'avérer illusoire pour plusieurs conservateurs. Et c'est là qu'on peut vraiment se rendre compte du lien entre colonialité et toxicité. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Lorsqu'on visite un musée et lorsqu'on étudie des musées, on est toujours très heureux de savoir que tous ces objets, tout ce patrimoine sera conservé dans les meilleures conditions possibles pour les transmettre aux générations futures. C'est l'une des missions principales des musées occidentaux.
Mais ce que l'on a plus tendance à oublier, c'est le fait que la tentative d'échapper à la décomposition, à la finitude des objets, cette volonté de pérenniser le périssable, c'est une conception des musées occidentaux, c'est une conception purement européenne. Effectivement, l'idée de rendre les choses éternelles par des protocoles scientifiques ou traitements chimiques du type des substances, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez, arrêter le vieillissement, tout ça, en fait, il n'y a pas que les humains qui sont concernés par ça, puisque les objets aussi. Et donc, aujourd'hui, on se pose des questions qui méritent une forte réflexion sur les pratiques et l'héritage colonial de la conservation préventive. Donc, les cas des masques solaires Kogi n'en est qu'un exemple parmi d'autres. Et selon un article de The Guardian, les 2 masques auraient été traités avec un désinfectant entre 1940 et 1950, qui est aujourd'hui interdit dans l'Union européenne en raison des risques de cancer et des troubles respiratoires qu'il présente. Récemment, plusieurs études ont décrit comment l'industrie chimique allemande a massivement commercialisé des produits auprès des musées pour protéger les collections de matériaux organiques contre les infestations, ou en tout cas empêcher ces infestations. Dans le cas des masques issus de la Sierra Nevada, l'utilisation des pesticides a été bien documentée au musée d'ethnologie de Berlin. Imaginez une unité de stockage en métal gris et portant un panneau d'avertissement indiquant Schwarzobjekte ou objet noir, avec à l'intérieur les 2 masques solaires Kogi pulvérisés à plusieurs reprises avec du 1,4 dichlorobenzène, un désinfectant pouvant provoquer de graves difficultés respiratoires. Si vous avez la mauvaise idée de faire une recherche rapide sur Google, préparez-vous à voir le mot cancer partout, frisson garanti. Oh là là, c'est vrai que ça fait un peu peur. Donc, lors de la restitution, la Fondation du patrimoine prussien avait déclaré que les 2 masques avaient été nettoyés et, entre guillemets, détoxifiés, et qu'ils pouvaient être manipulés en toute sécurité sans gants ni masque, bien qu'il serait pertinent de ne pas les porter directement sur le visage. Donc des masques qu'on ne peut plus porter au visage. Donc on voit bien comment cette déclaration pose un problème majeur pour les Kogi, qui avaient assuré qu'ils continueraient de porter les masques lors de leurs cérémonies rituelles. Et en plus, M. Salabata, porte-voix politique des Kogi, a déclaré à The Guardian que sa communauté n'avait pas vraiment été avertie des problèmes liés aux pesticides. Il s'agit d'un sujet immense, la toxicité, qui comporte beaucoup d'absurdités et de contradictions. On s'y est particulièrement intéressé grâce à ce cas et on vous prépare une enquête dédiée à la toxicité des traitements de conservation-restauration des objets extra-européens ou issus de contextes coloniaux pour le prochain épisode. Pour parler encore d'une nouvelle couche de sensibilité de ces masques, il faut ajouter une nouvelle question. À qui appartiennent les masques ? À la nation colombienne ou à la communauté Kogi ? Et où doivent-ils être conservés ? L'exemple des Kogi nous fait justement faire appel à une terminologie qui commence à être un peu connue dans le monde des restitutions, c'est les rapatriements culturels. Si vous tapez sur Google, probablement Internet vous proposera la typique phrase « Vous voulez dire rapatriement ?» Mais non, nous on veut dire vraiment rapatriement. Et il s'agit d'un concept autochtone canadien qui symbolise un retour à la terre-mère et aux origines. Il englobe la récupération des restes ancestraux, de la spiritualité, de la culture et des ressources. Il vise aussi à favoriser le message des peuples autochtones et à promouvoir une justice culturelle à travers la restitution des biens culturels. Je n'étais pas familière du concept de rapatriement culturel, mais en discutant avec Anna, ce terme tend aussi à être un moyen de différencier les restitutions qui s'opèrent d'État à État, avec les restitutions qui doivent se passer au sein même d'un pays, comme c'est le cas des masques solaires, puisque l'État colombien a remis les masques aux mains de la communauté Kogi, sans pour autant évoquer la question de la propriété juridique. Ça laisse à penser que l'État en est toujours le propriétaire officiel. Bon, rien de nouveau sous le soleil. En France, les restitutions au niveau national sont toujours en cours d'étude, notamment dans le cas des retours des restes humains vers les territoires d'outre-mer. C'est ça. Pour retourner à la Colombie, je dirais que bien que c'est un cas exceptionnel par sa nature, les moyens juridiques pour donner une véritable propriété aux peuples autochtones sur leur patrimoine culturel
reste limitée. En effet, ça ne devrait pas nous surprendre, puisque, une fois j'ai écouté une conférence d'une juriste spécialiste des droits des peuples autochtones, qui disait justement que ces communautés, ils s'en fichent un peu des papiers des propriétés, parce que ça c'est une conception beaucoup trop occidentale, et eux ce qu'ils veulent c'est vraiment juste pouvoir continuer leurs pratiques ancestrales, autant sur un territoire que leurs pratiques culturelles. Donc dans les cas des Kogi, comme on a essayé de vous expliquer depuis le début de l'épisode, ils ne veulent pas les masques solaires pour les exposer dans un musée, puisque déjà ils n'ont pas la conception d'un musée, mais au contraire pour qu'ils remplissent leurs devoirs cérémoniels pour l'équilibre des hommes et de la nature. C'est donc selon une approche très différente qu'il faut considérer ces objets. Cette approche, elle n'a rien à voir avec la conservation préventive à l'occidental et la peur de la finitude des objets. Pour les masques solaires Kogi, le ministère des Affaires étrangères colombien avait assuré qu'étant donné que les masques font partie du patrimoine culturel du peuple Kogi, ce sont les autorités traditionnelles qui doivent déterminer comment garantir leur conservation conformément aux usages traditionnels associés à leur système de connaissances ancestrales et à la loi d'origine du peuple Kogi. On voit quand même que l'État colombien a fait un pas pour que le peuple Kogi ait la garde physique de leur patrimoine. Mais ce n'est pas non plus un cas complètement satisfaisant parce que les membres de la communauté Kogi, par exemple, ils n'étaient pas présents dans la cérémonie de restitution qui a eu lieu à Berlin en juin 2023 et qu'ils doivent toujours concerter avec les institutions nationales qui se chargent de la conservation du patrimoine colombien. On peut dire quand même qu'il s'agit d'un premier pas qui pourrait nous amener à une sorte de possibilité de propriété de patrimoine pour les peuples autochtones. Et peut-être un jour, nous aurons en Amérique latine un type de NACPRA plus global, pas seulement en Amérique latine, mais aussi pour d'autres peuples autochtones dans le monde. Le NACPRA, pour l'expliquer rapidement, c'est une loi fédérale états-unienne qui existe depuis les années 1990. The Native American Graves Protection and Repatriation Act vise à protéger les tombes et les objets culturels des peuples autochtones et oblige les musées et les institutions recevant des fonds fédéraux à identifier et restituer les restes humains, les objets funéraires, les objets sacrés et les objets du patrimoine autochtone en général. Cette loi a tout de même ses limites puisque tous les musées de ce pays, donc des États-Unis, ne sont pas concernés et qu'il s'agit bien sûr d'un processus très lent administrativement. Exactement. Et puis, il n'y a pas que les lois nationales ou fédérales qui peuvent évoluer dans cette question, mais aussi des conventions comme celle de l'UNESCO, où d'ailleurs, il y a eu déjà des dispositions sur une possibilité de retour de patrimoine vers les peuples autochtones directement. Je dois dire que quand on a commencé à travailler sur le script de cet épisode, on ne s'imaginait pas les nombreux aspects qu'on allait toucher, qu'on allait explorer. Et c'est justement ce qui est très passionnant en recherche de provenance, c'est la complexité de l'imbrication des sujets. Conclure n'est donc pas facile comme vous l'imaginez. Et je pense, tu me diras Anna si t'es d'accord avec moi, que justement ce cas des masques Kogi est le témoignage d'une certaine effervescence dans notre petit monde de la recherche de provenance. Oui Manon, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout parce que récemment, dans le cadre de la COP16, qui a eu lieu justement en Colombie en novembre 2024, vous avez cette grande conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Justement, les peuples autochtones, et en particulier les Kogi, ont été très mis en avant. Ils ont été reconnus comme des acteurs clés dans la protection de la biodiversité de la Sierra Nevada de Santa Marta, ce lieu magique dont on vous a parlé au début de l'épisode. Lors de la COP16, il y a également eu une cérémonie de restitution de 3 autres objets qui se trouvaient dans le musée d'ethnologie de Berlin, également emporté par Konrad Theodor Preuss. Il s'agit d'un bâton de commandement, d'un sac en liane et d'un panier. Ces 3 objets sont à associer avec les 2 masques solaires et dans leur ensemble, ces pièces font partie des danses de Kualama ou danses de la récolte qui sont liées aux équilibres du temps et du climat. Reste à dire que cette restitution est une victoire pour les Kogi qui ont réussi, après tant d'années de lutte pour récupérer leurs objets sacrés, à les avoir de retour. Et c'est aussi une démonstration importante de la part de la Colombie qui affirme devant le monde entier reconnaître les peuples autochtones et leur patrimoine comme fondamental dans l'équilibre de la protection de la nature. C'est certainement un changement de posture qu'on n'avait pas connu auparavant dans le pays.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on aimerait beaucoup vous lire, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. J'espère surtout que ce voyage en Colombie vous a plu, que vous aurez envie d'aller visiter la Sierra Nevada de Santa Marta. Nous, on vous dit à dans 2 semaines et prenez soin de vous.